Déjà, bien sûr, ça fait plaisir comme chaque année d'être ici avec forcément un goût un peu spécial du fait de la mobilisation, du fait, je pense, de la présence aussi de grévistes qui viennent un peu nous raconter pour de vrai ce qu'elles vivent et ce qu'elles vivent quand elles se battent. Donc merci à vous pour votre témoignage et ça nous encourage tous, je pense. Je voulais un peu commencer aussi sur la mobilisation qu'il y a eu à la rentrée parce que au NPA révolutionnaire on aime bien parler de la rentrée sociale. Pour une fois qu'il y en a une pour de vrai, on va pas se priver d'en parler. En fait, ce qui est vraiment positif là-dedans, c'est aussi la colère qui s'est enfin exprimée par une combativité et je pense que ça fait un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu et c'est vraiment précieux. Dans mon dépôt, je suis conductrice de bus en région parisienne, dans mon dépôt on était près de 45% de grévistes la journée du 18. C'est des chiffres qu'on n'a pas vus quasiment depuis 2019, donc c'est hyper important. Effectivement, ça a été plus difficile le 2, ça a été plus difficile, bien sûr, Laurent l'a dit, du fait de la politique des directions syndicales à l'œuvre, mais une politique des directions syndicales qui a en fait commencé dès le 10 septembre, parce que l'appel de la CGT, notamment au 10 septembre, elle a été quand même à demi-mot. Les tracts, ils ont mis quand même du temps à arriver en bas au niveau des syndiqués, et je pense que ça a joué, et puis ça a continué le 18 avec l'aberration quand même, qui a été écrit dans leur communiqué, de remettre la balle dans le camp du gouvernement au moment où la colère, elle est là, au moment où la détermination, elle est là, et au moment où le focus, il est sur les travailleurs en grève, on la redonne au gouvernement. Bon voilà, c'est la politique des directions syndicales, on ne va pas s'en étonner, mais c'est la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui. Alors du côté du gouvernement, il y a bien sûr cette crise institutionnelle là, qui s'installe, le défilé des premiers ministres, tout le panel du jeu institutionnel, le 49.3, la censure, enfin, on découvre un peu les dessous de la démocratie bourgeoise comme une série, quoi, mais toujours en fait une politique pour le patronat, dans toutes ses nuances d'ailleurs, mais pas question de discuter des retraites, pas question de discuter du salaire. On se mange quand même depuis quasiment le début de la guerre en Ukraine une propagande nationaliste, une propagande va-t-en-guerre militariste extrêmement importante qui justifie quoi? L'augmentation des budgets militaires pour aujourd'hui venir nous dire va falloir faire 44 milliards d'économies. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est très simple, c'est que nos poches, elles sont vides. Il n'y a rien à venir chercher dedans. Les salaires, ils sont gelés. Moi, je suis à la RATP, c'est quand même un groupe multinational. Au dernier NAO, je sais pas, excusez-moi, le chiffre est tellement indécent que je n'ai pas retenu. C'était 0,1 ou 0,2% qui nous ont proposé comme augmentation de salaire. Dans l'éducation, je parle même pas du gel du point d'indice. Voilà. À l'hôpital, la seule proposition qu'on fait pour contrecarrer aux effectifs, c'est de passer les services et de faire travailler 12 heures. Bon, je reviens dans l'éducation, je pense que la grève des APSEM, elle montre quand même la situation de façon un peu criante. Déjà qu'il n'y en a pas assez en fait, et là on leur propose en plus de faire autre chose sur leur temps de travail. Enfin, dans les transports, on a roulé sous 40 degrés, il n'y avait pas de clim. Et c'est sur ça qu'ils veulent faire des économies. Et de toute façon, même de façon plus large, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas question de discuter de faire des économies sur l'éducation de nos enfants. C'est qu'il n'est pas question de discuter de faire des économies sur la santé de nos parents. En fait, on ne peut pas discuter, quand il s'agit de services utiles aux travailleurs et aux travailleuses, on ne peut pas discuter de faire des économies, on ne peut pas discuter d'une logique de rentabilité. Et c'est aussi à ça qu'on s'oppose, et c'est ça qu'ils veulent aller chercher quand ils discutent de ces 44 milliards de budget. Alors pour l'instant, le gouvernement, il temporise un peu. Il invite les syndicats même à dormir dans les salons si besoin. Il nomme surtout pas un gouvernement parce que ce serait quand même pas trop la période de nommer un gouvernement alors qu'il y a des mobilisations. Et puis ça permet à tous les présentateurs radio de dire non mais franchement, est-ce que vous êtes sûr que ça vaut le coup de se mobiliser? Finalement, on sait pas trop ce qui va ressortir du gouvernement. Mais si on se pose le problème de ce qui va ressortir du gouvernement, il suffit de regarder du côté du MEDEF. Et là, le message, il est clair parce que le seul murmure en fait de l'effleurement, en fait, à peine d'une infime partie du patrimoine des plus riches, ça a été le banc et l'arrière-banc du patronat qui s'est mobilisé pour dire que c'était la catastrophe. La taxe Zuckman, tout le monde en a entendu parler, je ne vais pas redire, hein, c'est 2% pour 1800 ultra-riches sur 70 millions de Français qui ont plus de 100 millions de patrimoine. Mais en fait, pour nous, ça, c'est quand même, désolé de le dire comme ça, et ça peut peut-être choquer, mais c'est presque une aumône, en fait. Ou alors, comme disait Guilhem, nous on prend tout et on leur laisse éventuellement 2%. Mais ça,
cette taxe Zuckman, c'est quand même, il faut le voir, le programme maximum que la gauche et la France Insoumise présentent en ce moment sur tous les plateaux télé. Alors, rien qu'avec ça, le patronat, il dit, si vous prenez chez nous, il y aura une mobilisation patronale. Alors, à vos paris, mobilisation patronale, qu'est-ce que c'est? Bon, on attend de voir, mais en fait, je pense qu'on ne saura jamais, parce qu'il n'y a pas besoin pour le patronat de se mobiliser, pour que l'État soit déjà à leur service, parce qu'en fait, c'est le principe de l'existence d'un État bourgeois. Bon, dans cette situation, nous, on ne se bat pas pour une aumône comme la taxe Zuckman, parce que, en fait, taxer les riches, c'est pas vraiment un programme. Bon, maintenir des riches et des pauvres pour financer l'école et la santé, bah, c'est pas vraiment un programme. Et si les riches, ils sont riches, bah, c'est parce qu'il y a de l'exploitation. Et nous, notre programme, c'est d'en finir avec cette exploitation, c'est d'en finir avec les inégalités sociales. Et le programme pour les riches et les patrons, c'est l'expropriation, et c'est pas vraiment autre chose. Alors, à la manif parisienne du 2 octobre, qui était moins remplie que celle du 18, il y avait une grande marionnette avec des gants de boxe sur lequel il y avait écrit Fatality. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu, et d'ailleurs c'est un peu ce qui se discutait dans le débat tout à l'heure, c'est revenu quand même pas mal, comment on combat, c'est l'enjeu un peu aujourd'hui, comment on va à l'encontre de ce sentiment de fatalité. C'est un peu l'enjeu, je pense, pour toutes celles et ceux qui sont convaincus que la lutte, c'est la seule issue. Et je pense que combattre la fatalité, ça commence par comprendre déjà qu'est-ce qui fait grossir ce sentiment de fatalité. Et la première chose, c'est quand même les désillusions face à la gauche, et notamment à la gauche au pouvoir. Bon, ça, on l'a tous vu très clairement en 2016, avec la loi travail, par exemple. Mais pas que, parce que c'est aussi, je prends un exemple qui date un peu, ça date de la pandémie, mais pendant la pandémie, la France Insoumise et le PCF, parmi d'autres, ont quand même voté pour les 350 milliards de subventions au patronat. Donc ceux qui aujourd'hui se révoltent contre les 211 milliards, qui nous proposent la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, pour exemple, c'est 14 ans de taxe Zuckman. Les 350 milliards, là, c'est 14 ans de taxe Zuckman, donc ça nous donne un peu une idée. Donc 350 milliards pour le patronat français, pendant ce temps, pendant qu'il y avait des soignants qui avaient des sacs poubelles sur eux et qui utilisaient du matériel Décathlon pour aller soigner les patients, et pendant qu'il y avait des étudiants qui faisaient la queue devant le Crous. Et même le NFP, soi-disant le meilleur rempart de l'extrême droite dans les urnes, finalement, il a appelé à voter pour ceux qui mènent aujourd'hui la politique de l'extrême droite, c'est-à-dire Borne et Darmanin, entre autres. Et si on veut des exemples un peu plus, très actuels, l'attitude des députés du NFP, du PS, des Verts, du PC, en fait, c'est quand même de trouver que le Cornu, c'est quand même un peu un homme de dialogue. Et sur le 49.3, là, parce que le Cornu, il a dit on n'utilisera pas le 49.3, c'est Roussel, il me semble, qui avait dit ça, il dit quand même oui, mais c'est quand même, ça va quand même dans le bon sens. Donc voilà, c'est ça à quoi on est confronté, c'est des manœuvres parlementaires en fait, et ça n'a rien à voir avec nos revendications, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a discuté avec nos collègues dans les manifestations, sur les piquets, etc. C'était pas ça les discussions. Les discussions, c'est nos salaires, c'est nos conditions de travail, c'est nos conditions de vie, c'est comment on en finit avec tout ça. C'est pas ces manœuvres politiciennes-là qui viennent balader sur les plateaux télé. Alors la deuxième désillusion, je ne vais pas y rester longtemps parce que Laurent en a parlé, c'est évidemment la politique des directions syndicales, y compris de celles qui sont perçues comme étant les plus radicales. On se rappelle juste de la réforme des retraites de 2003 où les syndicats ils se prenaient vent sur vent quand même pour aller discuter avec le gouvernement et qui continuaient à nous dire que la solution c'était quand même d'aller négocier. Ça a été le conclave avant l'été en dehors de toute période de mobilisation. Bon, ce que ça montre c'est simplement, et c'est pas étonnant, nous en tout cas ça nous étonne pas, une politique qui met un peu les intérêts de son appareil avant ceux des travailleurs. Mais notre travail là-dedans, une fois qu'on a dit ça, c'est de redonner confiance en nous-mêmes, c'est de redonner confiance en notre classe et en sa force, c'est donner la possibilité en fait, surtout, et c'est le plus important, aux travailleurs de décider, et ça il n'y a que nous qui pourrons le faire, mettre en place les outils de la démocratie ouvrière, les assemblées générales, les comités de grève avec des travailleurs syndiqués, non syndiqués, de tout statut, différents, de toute origine. En fait, ce que montre la situation aujourd'hui, c'est que ce qui manque, c'est de faire émerger une autre direction pour les luttes, une direction qui pourrait contrer celle des directions syndicales, et c'est ça qu'il faut que nous on construise, c'est ça la tâche que nous on se donne.
Mais ça passe aussi par reconstruire au quotidien des solidarités entre nous, au travail, en luttant notamment contre toutes les idées réactionnaires qui nous divisent, sexistes, racistes et autres. Et voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien, les militants révolutionnaires. Alors, il n'y a rien qui ne viendra pas de nos luttes, surtout de nos luttes organisées, avec la conscience qu'il faut renverser ce système capitaliste. On le sait, il n'y a rien qui viendra des élections, sinon elles seraient interdites depuis longtemps. Les campagnes électorales, c'est pas une issue, mais c'est quand même une période où la bourgeoisie, elle développe partout toutes les nuances de sa politique, et de ce point de vue-là, on ne va pas se priver d'en être, et c'est pour ça que le NPA révolutionnaire, on sera présent dans les prochaines échéances, aux élections municipales le plus qu'on peut, et aux élections législatives, on ne sait jamais s'il y en a d'ici là. En tout cas, on se donnera les moyens d'y être. On se donnera les moyens d'y être, mais pour défendre un programme pour nos luttes, pour défendre un programme communiste et internationaliste, et oui, pour le pouvoir aux travailleurs. Alors, la lutte contre la fatalité, c'est aussi des fois juste ouvrir les yeux, en fait, et voir un peu au-delà des frontières qu'on a mis entre nous, les travailleurs. D'abord, juste à côté, en Italie, où il y a quand même une grève massive, une grève générale contre le génocide en Palestine, alors même que c'est l'extrême droite au pouvoir là-bas. C'est extrêmement important, en fait, ce qui se passe en Italie en ce moment. C'est extrêmement important parce que c'est exactement ce qu'ils veulent éviter partout, y compris en France. On se rappelle, dès que, par exemple, le secrétaire général de la CGT de l'UD du Nord a ouvert la bouche au début du génocide, il s'est fait poursuivre directement. Voilà, c'est exactement ce qu'ils veulent éviter. C'est extrêmement important parce que cette grève, elle permet de pointer la responsabilité de ton gouvernement dans le soutien à Netanyahou. Et surtout, elle pose au cœur de la contestation notre rôle de travailleurs et de travailleuses. Et en fait, ça permet de mettre en avant directement une solidarité de classe avec les Palestiniens et contre le sionisme. Et je pense qu'ici, il faut vraiment qu'on aille vers la généralisation de ces initiatives. Il faut qu'on réussisse à porter ces discussions partout autour de nous, qu'on les mène dans les syndicats, dans les lieux d'études, dans les quartiers, par du point de vue de la flottille, par exemple, qui se discute beaucoup, hein, on le voit tous là, c'est-à-dire en fait des militants politiques, associatifs, qui veulent aller apporter une aide urgente, humanitaire, quoi, à ce qui se passe en ce moment et apporter une aide aux Gazaouis. Mais même, en fait, de ce point de vue-là, le meilleur soutien, ce serait de soutenir ces initiatives par la grève, parce que c'est la seule chose qui forcerait nos gouvernements à stopper leur soutien actif au génocide en cours et au projet impérialiste, bien sûr, des États-Unis dans la région, parce que c'est quand même de ça qu'il est question. Alors, le plan Trump, dont vous avez sûrement entendu parler, la question de la paix qu'il essaye de mettre sur la table et que Macron y chérit, en fait, d'une certaine manière, ça sert aussi à étouffer toute possibilité d'autodétermination du peuple palestinien. Pourquoi je dis ça? Parce que les États, y compris comme la France, qui reconnaissent l'État palestinien ou qui appellent à un cessez-le-feu, en fait, c'est à condition que les Palestiniens ils se tiennent sages, c'est à condition qu'ils restent désarmés, c'est à condition qu'ils soient dirigés par des États arabes qui les ont toujours trahis, voire pire, par Tony Blair, un criminel de guerre agresseur de l'Irak aux côtés de George Bush. Et en fait, ceux qui croient à cette paix des cimetières, sans la justice pour le peuple palestinien, en fait, ils auront droit à rien d'autre qu'à l'humiliation et à la continuité du génocide, parce qu'il ne s'arrêtera pas comme ça. Alors, enfin, pour terminer, bien sûr, le meilleur espoir qu'on voit en ce moment, ça reste quand même celui de la Gen Z, Gen Z partout dans le monde, hein. Cette génération ultra connectée, bercée un peu par les progrès technologiques, même moi j'ai l'air d'une boumeuse à côté, une certaine homogénéisation aussi qui s'est faite par ces réseaux sociaux de la jeunesse dans le monde, et qui peut en fait partager aussi ses combats, comme on le voit là, et ses réalités. Les réseaux sociaux, c'est presque, enfin c'est pas presque, c'est devenu un outil d'organisation, et d'ailleurs on le voit, le premier réflexe des gouvernements, c'est quand même de couper l'accès aux réseaux sociaux, d'interdire ces applications-là dans ces pays. C'est cette jeunesse-là qui est dans la rue, au Népal, à Madagascar, au Maroc, et c'est pas étonnant parce que c'est pas possible en fait de grandir face à un développement aussi accru, un développement technologique, un développement des forces productives aussi accru, et de se dire que ton avenir en fait, c'est soit la pauvreté,
soit le chômage, soit l'exploitation accrue, et que même pour la partie de la jeunesse qui pourrait à peu près s'en sortir, ben en fait, c'est pour développer quoi, dans quel monde et pour travailler pour qui, mais en fait, c'est ça qui est en train de s'exprimer. Au Népal, par exemple, 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ça a été une répression, mais vraiment terrible, avec la police qui a tiré vraiment à balles réelles sur les manifestants. C'est ça, la réalité. Alors aujourd'hui, le jeu démocratique, en fait, pour l'instant, il a réussi à temporiser. Il y a une nouvelle ministre qui a été élue via Discord, donc une tête remplacée par une autre, des nouvelles élections à venir, mais finalement, le système, il est toujours en place. Alors la Gen Z, elle se bat contre des régimes pourris et elle a raison, et on ne sait pas en fait si sa révolte et sa conscience, elle va lui permettre de refuser des replâtrages institutionnels un peu couronnés par des élections à l'urne ou sur Discord, et se battre jusqu'à renverser des dictatures qui l'oppriment. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et renverser des têtes, oui, c'est une chose, et c'est déjà quelque chose, mais il va falloir s'attaquer aussi aux régimes politiques qui ont fait leur temps pour remettre en cause finalement le système capitaliste dans son entièreté. Et même, en fait, du point de vue des revendications aujourd'hui qui se font entendre dans ce mouvement, c'est-à-dire aussi beaucoup des revendications démocratiques, bah, en fait, aller jusqu'au bout de ces revendications-là, c'est aussi lutter contre la pauvreté, contre la misère, contre le chômage, qui permet de fait à une minorité d'en profiter. Alors au Maroc, où je connais un petit peu mieux, qui est vraiment étouffé par le nationalisme, où il y a un développement qui est certain et qui se voit, qui sert en fait à une partie de la population, il y a quand même une 30% de chômage dans la jeunesse. Il y a eu déjà au printemps dernier des grosses manifestations en soutien au peuple palestinien et contre le génocide, dans laquelle étaient portées clairement aussi des revendications contre la normalisation des rapports du Maroc avec Israël et suite à l'accord d'Abraham en 2020, mais aussi sa consolidation derrière. Alors peut-être que la jeunesse, elle a pris goût à la rue dans ces moments-là. En tout cas, aujourd'hui, cette jeunesse, elle se bat, y compris contre des revendications sociales, notamment, et c'est ce qui a un peu mis le feu aux poudres, quoi, c'est que dans un hôpital à Agadir, il y a 8 femmes qui sont mortes à la suite d'une césarienne. 8 femmes qui sont mortes à la suite d'une césarienne. Il y a aussi une répression importante. Tous les manifestants, en fait, ils ont été arrêtés, on a recueilli leurs noms, on a aussi voulu vérifier, en fait, est-ce que c'est que des revendications sociales ou est-ce que c'est un petit peu quand même aussi contre le régime, parce que c'est ça qu'ils veulent vérifier, mais franchement, comment on distingue un système ou un gouvernement, la royauté et le patronat, ils sont si entremêlés? Parce que c'est comme ailleurs, en fait, au Maroc, c'est un État bourgeois qui est au service d'une classe sociale. Et peut-être que les manifestants aujourd'hui disent que c'est des revendications sociales, mais c'est aussi contre des choix politiques qui sont clairs. Parce que pendant qu'il y a 8 femmes qui meurent dans un hôpital à Agadir, il y a des stades entiers, des infrastructures totales pour les touristes et les sportifs qui sont en train de se monter pour la CAN, pour la Coupe du Monde et peut-être même pour les Jeux Olympiques. Et qui va pouvoir se payer ça quand le salaire minimum là-bas, il est de 300 €? Qui va pouvoir se payer ça? Alors il y a déjà 3 mois, ça discute déjà de la violence des manifestants. Cette violence, qu'est-ce qu'elle est par rapport à la violence sociale quotidienne? Qu'est-ce qu'elle est par rapport à la violence économique quotidienne? Qu'est-ce qu'elle est par rapport à la présence policière, mais quotidienne aussi, et à la répression en ce moment du mouvement? Alors nous, on le dit sans concession et on le dit même sans condamnation, en fait, vive les révoltes de la Gen Z partout dans le monde. Alors, c'est aussi des pays où il y a des formes un peu de démocratie quand même, et c'est vrai qu'on peut se demander quelles perspectives peuvent être mises en place ou mises en avant par la bourgeoisie nationale. Elle est un petit peu dans une impasse politique, à part proposer des élections ou changer des têtes. C'est vrai que c'est compliqué, c'est pour ça aussi que la répression, elle arrive aussi vite. Mais en fait, c'est le capitalisme qui produit les hommes politiques de ce monde. C'est le capitalisme qui produit la possibilité de la corruption, la misère et l'exploitation. Et la bourgeoisie, c'est sûr, elle est dans une impasse pour répondre aux aspirations de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on dit que la jeunesse, elle doit se tourner vers la classe ouvrière, elle doit essayer d'entraîner avec elle la classe ouvrière, les travailleurs. D'ailleurs, il y a déjà une partie de la jeunesse qui est déjà en fait ouvrière, et il y a même une autre partie qui est, oui, de la petite bourgeoisie, mais qui, si elle se mettait au service de la classe ouvrière, de la mobilisation ouvrière, ça donnerait les possibilités au mouvement de pouvoir aller jusqu'au bout. En fait,
c'est la seule possibilité pour s'attaquer directement à ceux qui dirigent réellement, en fait, pour renverser le système, pour renverser la bourgeoisie, mais même pour contraindre la bourgeoisie, pour la contraindre à embaucher, pour la contraindre à payer, en fait, avec les profits qui sont faits quand même par le vol de notre travail. Alors la force de la classe ouvrière, on le sait, c'est sa position dans la chaîne de production capitaliste, c'est sa force de tout arrêter, mais c'est aussi sa force de faire tourner la société selon les besoins de l'humanité. Mais la jeunesse, elle a aussi une force, et on le voit dans cette situation-là, et cette force, elle l'a quand elle se mobilise, comme elle le fait en ce moment dans ces parties-là du monde qu'on voit. Sa force, c'est son ombre, sa force, c'est de redonner confiance, sa force, c'est de redonner aussi l'espoir dans la lutte, c'est aussi de remettre en question, en fait, au-delà de sa situation, mais bien l'ensemble de la société et de son fonctionnement. Et je finirai là-dessus, sa force dans ces situations-là, c'est peut-être de mettre en place un air de révolution dont la classe ouvrière doit se saisir.